Voilà pour ces clichés de notre magnifique marché de la Condamine. Bonsoir, Monaco face au Covid-19, émission spéciale crise sanitaire numéro 14. Moins il y en aura, mieux ce sera. Pendant le confinement, certains organisent des concerts en direct de leur balcon sur les réseaux sociaux. Let it be, whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. Notre vie à tous est bouleversée ces jours-ci, mais ça a l'air de bien se passer quand même pour ces deux petites princesses. Bonjour, alors là il est 8h, ça fait une demi-heure que les filles sont réveillées, petit déjeuner, c'est parti pour la journée. Bon bah il est 8h30, Chiara a commencé le devoir, c'est dur tous les jours mais bon, on n'a pas le choix. Voilà, côte de bœuf, frites maison. Après-midi, cœur coulant au chocolat. Non mais c'est pas ici. Voilà le résultat. Un bon goûter et après, la gym. Mais Chiara, tu fais l'écart sur les bras de papa. Bon, et un petit mot pour les gens qui regardent. Bon courage à tous. Bisous à tous. Au revoir. Le prince est sorti de quarantaine aujourd'hui et il nous a accordé un entretien exclusif. Vous vous imaginez bien que nous avons beaucoup de questions à lui poser. Nous nous rendrons dans la cour d'honneur du palais dans une minute, puis nous assisterons à son départ pour rejoindre la princesse Charlène, le prince Jacques et la princesse Gabriella. Dans cette émission, nous serons également en duplex avec le colonel Tony Varro. C'est le grand patron de la force publique. Nous ferons avec lui le point sur l'action des sapeurs-pompiers et des carabiniers dans cette crise inédite. Mais tout de suite, le point info avec Émilie Rousseau. Bonsoir Émilie. Bonsoir Yann Anthony. Le gouvernement princier a tenu une conférence de presse par téléphone aujourd'hui pour aborder plusieurs points et de nouvelles mesures. Tout d'abord, la création d'un revenu minimum extraordinaire pour les travailleurs indépendants. Il serait d'un montant de 1 800 € et concernerait près de 2 500 personnes. Autre information, le télétravail devient un outil obligatoire en cette période de crise sanitaire. En cas de refus, l'employeur devra motiver sa décision auprès de la direction du travail. Par ailleurs, l'usage de l'article 6 pour licenciement ne sera pas recevable, sauf en cas de faute grave. Et puis ce chiffre, évoqué en conférence de presse, 2625 employeurs monégasques ont eu recours au CTTR, le chômage total temporaire renforcé. Plus de 21 500 salariés sont concernés. Le fait marquant du jour, Yann Anthony, c'est ce communiqué du Palais Princier. Depuis le début de la crise sanitaire, le Conseil national a diffusé de multiples messages sur son appréciation de la gestion de la pandémie par le gouvernement princier. Le prince Albert II regrette la critique permanente de l'Assemblée et de l'appropriation de mesures décidées et mises en place par l'État. Il ajoute, je cite, qu'une telle attitude ne peut générer dans l'opinion publique que confusion et doute sur l'action gouvernementale. Le souverain a réaffirmé le fait que son gouvernement et les services de l'État géraient cette crise sanitaire avec efficacité et avec une seule préoccupation, la préservation de la santé de la population. Le communiqué du Palais Princier se termine ainsi. La gravité de la situation impose de la retenue et de la cohésion où les ambitions politiques n'ont pas leur place. Merci Émilie. Le prince souverain a accepté de nous accorder un entretien exclusif juste avant de quitter le palais. Nous avons enregistré cet entretien dans l'après-midi dans la cour d'honneur. Bonsoir monseigneur. Bonsoir. Comment allez-vous ? Écoutez, ça va. J'aimerais dire de mieux en mieux, mais je peux dire que ça va très bien. J'ai encore un petit peu de tout, mais tous les autres voyants sont au vert. Vous étiez confiné ici au palais depuis le 16 mars, 15 jours. Ouais. Vous êtes un hyperactif, vous voyagez tout le temps à travers le monde, vous enchaînez les obligations sociales, professionnelles. Qu'est-ce que ça vous fait de rester comme ça au calme, de pouvoir dormir ? Écoutez, ça m'a fait beaucoup de bien, je crois aussi, même si j'ai continué à travailler. Mais vous savez, enfin, tout le monde qui a été victime de ce virus vous le dira, il y a des moments où on est très fatigué et où il faut se reposer. Et donc, je dois dire que ces jours un petit peu
au calme et où j'ai pu, bien sûr, m'occuper de moi-même, mais tout en suivant tout ce qui se passait dans le pays, m'a fait beaucoup de bien. Vous avez porté un masque à certains moments? J'ai porté un masque à certains moments, oui, oui. Alors l'approvisionnement en masques, c'est un enjeu stratégique majeur, pas simplement pour Monaco, pour tous les pays Bien autour de sûr. nous, pour tous les pays européens. Il y a d'énormes problèmes de concurrence, des problèmes logistiques pour s'approvisionner. Or, Monaco a réussi à s'en procurer. Comment la principauté a-t-elle fait? Écoutez, à travers différentes filières, à travers différents contacts, soit des résidents de la principauté, soit des amis de la principauté à l'extérieur, et nous avons pu, jusqu'à maintenant, faire face. Et nous avons passé des commandes aussi pour les semaines à venir, pour les mois à venir. Je pense pouvoir dire, et le gouvernement s'attache à cela, et s'est attaché à cela depuis le début, de trouver les meilleures filières possibles, les meilleurs approvisionnements possibles pour que la principauté ne soit jamais en péril. Vous avez vous-même décroché votre téléphone, vous avez J'ai activé vos moi-même- réseaux. Oui, parce qu'il y avait tout un contingent de masques qui transitaient, qui venaient de Chine et qui transitaient par le Luxembourg. Et j'étais en communication avec le Premier ministre luxembourgeois, Xavier qui s'est- Bettel. qui s'est très gentiment proposé de surveiller que ce transit par le Luxembourg se passe dans les Il meilleures y a une conditions. solidarité des petits États. Il y a une solidarité des petits États et c'est ça qui est formidable et je leur remercie encore très très chaleureusement. Le dépistage, c'est une grande préoccupation au sein de la population monégasque. Donc il y a les tests diagnostiques qui permettent de rechercher le virus en lui-même et il y a les tests sérologiques, c'est de l'analyse sanguine Voilà. qui recherchent les anticorps et qui permettent de déterminer si une personne a été infectée par le virus et si elle est immunisée. Est-ce que Monaco, et ce sera très important les tests sérologiques pour la phase de déconfinement, est-ce que Monaco Bien sûr. a commandé des tests sérologiques en nombre? Oui, la principauté a déjà passé commande par le CHPG de quelques milliers de tests. Il y en aura d'autres. On a passé commande aussi pour d'autres qui vont mettre un petit peu plus de temps à venir, mais dans les semaines, dans les 15 jours, dans le mois à venir, il y aura assez de tests pour couvrir l'ensemble des besoins de la principauté. Et ça, j'ai pu bénéficier de ce test sérologique qui fonctionne très bien, qui n'est pas très coûteux et qui, je crois, va nous aider pour la sortie de crise. Alors Monseigneur, aujourd'hui c'est un peu la quille, vous sortez après 15 jours de confinement et vous avez choisi ce jour-ci pour montrer qui était le patron. Vous avez publié un communiqué officiel d'une force inédite dans lequel vous regrettez, vous condamnez même une unité nationale de façade. Voilà, je crois que le temps n'est plus à la polémique dans cette période si troublée et si particulière, cette crise inédite. Je crois qu'il faut soutenir l'action du gouvernement, il faut soutenir l'action des pouvoirs publics et de tout l'ensemble du service public et bien sûr des soignants et de tout le personnel médical et paramédical qui font tout leur possible pour faire face à cette crise. Et je crois que l'heure n'est pas à la polémique, n'est pas à qui doit faire ceci ou cela. Il faut de l'unité, il faut de la solidarité, il faut que tout le monde aille dans le même sens. Et j'aimerais que tout le monde puisse rejoindre l'action du gouvernement et puisse la soutenir. Les crises, on dit, sont souvent révélatrices des forces, des faiblesses, des failles, des caractères, et en l'occurrence là de la capacité de l'État à faire face. Est-ce que vous trouvez que Monaco fait face? Je crois que tout est mis en œuvre pour que Monaco puisse faire face de la meilleure façon possible. Bien entendu, comme tous les autres pays, on est face à une crise, comme je le répète, je suis désolé de me répéter, mais on est face à une crise tout à fait inédite. On n'a jamais eu à faire face à cela. Le monde n'a pas eu à faire face à une telle pandémie depuis plus de 100 ans. Donc tout ceci est très nouveau et il faut constamment être à l'écoute, constamment écouter bien sûr les experts et trouver les meilleures solutions, qu'elles soient sur le plan sanitaire, qu'elles soient sur le plan aussi économique,
les meilleures solutions qui soient les plus adaptées pour chacun de nos pays. Ce qui était intéressant dans les différents communiqués du Palais Princier ces derniers jours, ces dernières semaines, c'était l'appel à la responsabilité et de dire que le sort collectif, le sort de tout le monde dépendait de l'attitude, de la responsabilité de chacun. Le confinement, par exemple, est-ce qu'il est respecté selon vous? Écoutez, là, dans l'ensemble, je crois qu'il est respecté. Mais force est de constater que, et j'ai pu même le constater en observant depuis les jardins du Palais, qu'il y a quand même, à certains moments de la journée, un petit peu trop de circulation automobile, un petit peu trop de personnes qui sortent et qui ne sont pas très loin les unes des autres. Donc il faut absolument continuer à respecter les règles de confinement. Et quand il faut sortir, eh bien, il faut le faire d'une façon qui respecte les directives. Vous apprêtez, Monseigneur, à quitter le palais pour retrouver la princesse Charlène, pour retrouver vos enfants, Ouais. Prince Jacques, la princesse Gabriella. Ils vous ont manqué? Ah oui, ils m'ont beaucoup manqué. Et bien sûr que rester en contact téléphonique, aussi en FaceTime, mais rien ne remplace le contact visuel et d'être au moins dans la même pièce. On ne va pas s'embrasser tout de suite, peut-être pas. Que vous a dit le docteur Ruchot, votre médecin? Quelles sont les consignes? Le docteur Richaud a dit qu'il faut... Je crois que c'est la seule qui peut vous donner des ordres. Non, mais je crois qu'elle m'a préconisé aussi au moins d'observer encore un jour ou deux de distance, disons, de sécurité. Mais je pense que, au fur et à mesure, puis bien entendu, au cours de sortie, lorsqu'on croise d'autres personnes, il faut garder cette distance sociale dont nous parlons tous, mais qui est absolument à respecter. Merci, Monseigneur, d'avoir accordé ces quelques instants et ces réponses très claires, très précises à notre émission spéciale Monaco face au Covid-19. Est-ce que vous avez un message à adresser à la population monégasque? Absolument. Écoutez, c'est toujours le même message, mais je crois qu'il est très important. Restez chez vous. Et continuons dans ce bel esprit d'unité, de solidarité, mais aussi avec courage et patience. Merci beaucoup. On compte sur vous. Voilà pour cette interview exclusive du prince souverain à sa sortie de quarantaine. À la suite de la réunion du comité mixte Covid-19 et de la publication du communiqué du Palais, le président du Conseil national, Stéphane Valéry, sera notre invité demain, ainsi que les conseillers nationaux Béatrice Fresco et Jean-Louis Grinda. Allez, c'est parti pour les infos pratiques avec Émilie Rousseau. Et on débute ce point info pratique, Yann Anthony, avec un chiffre, 30 secondes. C'est la durée minimum qu'il faut respecter lorsque l'on se lave les mains. Mais le faites-vous correctement? Depuis le début de l'épidémie, une vidéo circule sur les réseaux et nous interpelle. On y voit des mains gantées où la peinture représente le savon et l'eau. Si on se contente seulement de frotter l'intérieur des mains, on remarque que de nombreuses zones sont oubliées. Il faut donc bien penser à frotter entre les doigts et le dessus des mains, sans oublier les pouces et les ongles, comme le montre la vidéo. Une gestuelle à respecter minimum 5 fois par jour, surtout quand on sait que 80% des infections sont transmises par les mains. Autre info pour faciliter vos démarches cette fois-ci, un guide pratique a été mis en ligne sur le site du service public. Il regroupe l'ensemble des mesures prises par le gouvernement princier, qu'elles soient sociales, économiques, fiscales ou financières. Un document rassemble par exemple toutes les informations nécessaires pour les entreprises impactées par la crise sanitaire, que vous soyez employeur ou employé. Le report des paiements de TVA, l'exonération des loyers des locaux professionnels, la mise en place du télétravail ou du chômage total temporaire renforcé, tout est réuni dans ce guide avec les démarches en ligne et les contacts clés. Merci Émilie. Comment la force publique s'est-elle mise en ordre de bataille pour faire face à cette crise sanitaire? Nous rejoignons à présent Tony Varro, le commandant supérieur de la force publique. Bonsoir mon colonel.
Bonsoir. Vous êtes le commandant supérieur de la force publique. Vous avez 2 corps sous votre autorité, à la fois les sapeurs-pompiers et la compagnie des carabiniers du Prince. En période de crise, c'est passionnant de vous poser des questions et de vous écouter. Quel est le rôle, quelles sont les fonctions des sapeurs-pompiers dans ce dispositif de crise sanitaire? Alors, comme vous le précisez, effectivement, je supervise, je dirais, 2 corps militaires, à préciser. Donc 2 corps militaires avec un statut particulier. Le corps des sapeurs-pompiers qui a comme mission, que tout le monde connaît, des missions de sécurité civile. Donc, ils sont mis pour emploi à la disposition du gouvernement pour justement pallier à toutes les missions de sécurité civile, secours à la personne, l'extinction des feux, la gestion des risques particuliers. La problématique aujourd'hui du coronavirus fait qu'effectivement, ces missions de sécurité civile doivent être maintenues, bien évidemment, au profit des différentes populations, donc des résidents de la principauté de Monaco et aussi, il ne faut pas l'oublier, des communes françaises qui sont juste limitrophes, mais avec, je dirais, des protections particulières pour ne pas justement impacter les hommes qui sont en première ligne. Au niveau du secours classique, est-ce qu'en période de confinement, quand toute la population monégasque ainsi que les communes limitrophes, quand tout le monde, toutes les familles sont réunies chez elles, est-ce que ça change la nature des interventions? Est-ce qu'il y a plus de départs de feu? Qu'est-ce que ça change? Alors, paradoxalement, et c'est ce qu'on avait déjà identifié, on sent bien que l'activité des sapeurs-pompiers est quand même liée à l'activité économique. Et là, on le voit très très bien, puisque effectivement, une activité, je dirais, normale du corps des sapeurs-pompiers hier était à peu près de l'ordre de 30 interventions en moyenne, 26-30 interventions par jour. Aujourd'hui, ils n'en font plus que la moitié. Quelle est la nature donc de votre rôle? Ce sont les sapeurs-pompiers qui sont chargés de l'acheminement des patients repérés, en fait des malades infectés du Covid-19 vers l'hôpital, c'est ça? Dans le cadre du Covid-19, les sapeurs-pompiers ont pour mission, notamment pour les personnes qui ont été identifiées ou qui présentent des symptômes et qui sont en détresse et qui nécessitent une hospitalisation, ce sont donc les sapeurs-pompiers qui assurent l'accompagnement du patient, enfin donc d'une victime tout simplement, vers le centre hospitalier, en prenant bien évidemment des précautions particulières. Et dans ces précautions, ils vont utiliser des vecteurs, donc des ambulances, qui disposent d'un sas de confinement et qui permet de ne pas polluer la totalité de l'ambulance. En 2010-2009, mais en 2009-2010, nous avons eu à traiter le H1N1. Donc à cette occasion, les services techniques des sapeurs-pompiers avaient réfléchi sur la possibilité de pouvoir, on va dire, protéger la cellule d'une ambulance pour ne pas qu'elle soit totalement polluée. Et de cette réflexion est issue une ambulance qui est équipée, qu'on peut équiper donc à la demande, et c'est le cas aujourd'hui, de cette barrière en fait qui permet de confiner le malade sur son brancard. On est les seuls aujourd'hui à avoir ce dispositif, je dirais, intégré à l'ambulance. Nos camarades et voisins, eux, ont été obligés de rajouter ces dispositifs en plus sur leurs équipements. D'accord, donc tout avait été bien anticipé et les leçons de la grippe H1N1 avaient été retenues. Bravo, tant mieux. Du côté des carabiniers, mon colonel, quel est le rôle des carabiniers en période de crise? Alors, le rôle des carabiniers, c'est toujours le même, c'est assurer bien évidemment la sécurité du prince souverain et de sa famille, notamment sur les sites qu'il occupe, plus particulièrement le palais et sa résidence en France, donc au-dessus de la principauté. La mission, elle est bien évidemment maintenue, elle n'est pas réduite, et il a fallu justement adapter, comme on a pu voir notamment dans la tenue. C'est pour ça que les carabiniers, avec l'accord bien évidemment du prince souverain, ont adopté une tenue plus facile notamment à entretenir. L'aménagement au niveau du poste de garde aussi, sur la distanciation qui devait être respectée, voire même au niveau des couchages, puisqu'on a évité que les personnels puissent dormir en collectif, c'est-à-dire c'était 2 par chambre. On a essayé de trouver une solution pour pouvoir leur donner une chambre individuelle. Est-ce que vous jouez un autre rôle? Je pense au stock stratégique, c'est-à-dire que si on a un stock de masques, qui s'en occupe? C'est la police, ce sont les pompiers, ce sont les carabiniers. Qui gère ça? Qui protège? Alors, gérer de manière plus globale. C'est-à-dire ça, c'est les missions, on va dire, que la force publique fait au quotidien.
Et la difficulté, je dirais, et l'enjeu, surtout, c'est de pouvoir assurer ces missions tout en préservant les hommes et maintenir la capacité opérationnelle. Ça, c'était mon objectif, et ça m'a crainte. Pour ce qui concerne la force publique, c'est qu'elle apporte son appui dans différents domaines. Alors, si vous permettez, donc les sapeurs-pompiers, effectivement, dans la mission, ont adapté leurs moyens d'intervention. Mais ils ont aussi apporté leur aide sur, notamment, la mise en place du call center. Les sapeurs-pompiers aussi ont mis à disposition un logiciel de manière à permettre au gouvernement d'avoir une vision globale des personnes qui sont ou hospitalisées ou qui sont notamment en suivi à domicile. Et le dernier point, effectivement, ça c'est le gouvernement qui a décidé de confier aux Carabiniers du Prince la gestion, effectivement, et le suivi de ce stock pour essayer d'approvisionner ce qui devient aujourd'hui une valeur importante, c'est-à-dire les masques de protection pour les personnels qui sont en première ligne, sans oublier les soignants qui en ont besoin, et ensuite, effectivement, les sapeurs-pompiers et les personnes, les auxiliaires, les médecins publics. La vie en caserne, mon colonel, que ce soit les sapeurs-pompiers ou les carabiniers, tous ces hommes et ces femmes qui vivent ensemble avec leur famille, est-ce que vous avez mis en place un protocole particulier dans cette période de confinement? Alors, chaque chef de corps, chaque commandant d'unité, que ce soit le responsable, le chef de corps des sapeurs-pompiers ou des carabiniers, ont mis en place des mesures barrières qui ont été appliquées à l'ensemble des militaires, mais aussi au sein des familles. Donc, les militaires à gérer, c'est relativement simple. Après, il reste les familles, et c'est là la difficulté, parce qu'il y a des enfants. Il y a plus de 300 enfants dans ces casernes. Il y a des épouses qui sont pour le traité et travail, mais il y a aussi des épouses qui sont infirmières, donc qui sont soignantes. Il y a des épouses qui travaillent, qui travaillent donc, dans la caserne. On a revu, si vous voulez, les accès, on a contrôlé les accès. Je pense que le message au niveau des familles passe bien. Je dirais en termes de contamination aujourd'hui, j'ai que 3 cas à déplorer au sein de la force publique. Comme nous faisons partie d'un organisme d'intérêt vital, automatiquement, il y a une détection dès que c'est symptomatique qui est effectuée pour lever le doute. Merci beaucoup, mon colonel Tony Varro, le commandant supérieur de la force publique monégasque. On compte sur vous pour nous venir en aide, pour nous protéger, mais surtout, portez-vous bien tous, vos 2 forces militaires. Merci beaucoup d'avoir pris quelques instants pour nous expliquer cela. Merci, mon colonel. Merci. Sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, il n'y en a que pour le coronavirus. C'est parti pour le best-of des réseaux sociaux. Nice. L'information du jour, je vous le rappelle, la sortie du prince de quarantaine. Juste après notre entretien, le souverain a quitté le palais au volant de sa voiture. La princesse Gabriella et le prince Jacques vont pouvoir retrouver leur papa, même s'ils devront rester encore à distance un tout petit moment. Nous remercions vivement Nicolas Saucier pour son aide. Monaco face au Covid-19, c'est votre programme. À vous de nous alimenter en rejoignant le réseau Malizia et à nous de vous informer 7 jours sur 7 à 19 h, tout le temps de cette crise. À demain sur Monaco Info. Pourquoi on ne peut pas aller dehors? Là, le coronavirus. Coronavirus.